On va passer maintenant à la notion de calcul conditionnel qui va nous permettre d'étendre déjà énormément notre puissance de calcul, entre guillemets, en prenant un exemple, encore une fois, de calcul qu'on ne peut pas encore résoudre avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Calcul simple pourtant. Donc, le calcul de la valeur absolue. Donc, le problème est facile à résoudre en mathématiques. La définition mathématique de la valeur absolue, c'est pour un nombre x, la valeur absolue de x, c'est soit lui-même si x est positif, soit moins x s'il était négatif. Donc ici, on doit faire un choix conditionnel. On trouve une condition ici qui correspond à est-ce que x est supérieur ou égal à 0. Et la décision, quel est le résultat du calcul, va dépendre de la valeur de vérité. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux que x soit supérieur ou égal à 0. Donc, notre objectif, c'est de résoudre ce problème par un programme Python. Donc, on va définir une fonction. Et la spécification de la fonction est très simple. Donc, la fonction s'appelle valeur absolue. Elle prend un paramètre x qu'on va choisir flottant. On utilise les flottants dans ce cours lorsqu'on veut parler de nombres en général, et pas juste d'entiers. Et le résultat de la valeur absolue sera un flottant aussi. Il n'y a pas de précondition particulière, donc on indique juste qu'on retourne la valeur absolue de notre paramètre x. Alors, par contre, pour résoudre le problème, la spécification ça va, mais pour résoudre le problème, il nous faut introduire la notion d'alternative. Alors, il y a plusieurs versions. La version simple, on va dire, des alternatives, qu'on appelle aussi souvent le if then else. Alors, la syntaxe, la façon de l'écrire se fait ainsi. Le mot-clé, le premier mot-clé, c'est if, donc le si en anglais. On va trouver ensuite une expression qu'on va appeler la condition, suivie d'un deux points. Et le deux points en Python souvent indique un passage à la ligne et puis une indentation, toujours avec 4 espaces qui seront insérés automatiquement par exemple l'environnement Mister Python. On va ici trouver une instruction ou une suite d'instructions qu'on va appeler le conséquent. Et à la suite de ce conséquent, on va indiquer le sinon, donc le else, suivi par un deux points, et une autre instruction ou suite d'instructions qu'on appelle l'alternant. Un élément important dans cette syntaxe, c'est que cette condition, ici, doit être une expression booléenne, c'est-à-dire de type bool, B-O-O-L, et les deux seules valeurs possibles dans les expressions booléennes, c'est soit le résultat est vrai, à ce moment-là c'est la valeur true, avec un T majuscule, et si le résultat est faux, la valeur est false. Alors, le principe d'interprétation est assez simple. La première chose qu'on va faire, c'est évaluer la condition. Donc, comme c'est une expression booléenne, on va avoir deux valeurs possibles, soit true, soit false. Premier cas, si la valeur de la condition est true, ça veut dire que la condition est vraie. Donc, on va uniquement interpréter cette partie du programme, la partie conséquent, donc qui peut être une instruction, mais ça peut être aussi toute une suite d'instructions. Et sinon, si la condition de départ était fausse, à ce moment-là, c'est l'alternant qu'on va interpréter. Et le point important, c'est qu'on voit bien qu'entre le conséquent et l'alternant, il y en aura exactement un qui sera exécuté, mais pas les deux. Voilà. Donc c'est vraiment le principe du calcul conditionnel. Alors toute la complexité du calcul conditionnel se trouve bien sûr dans la condition. Quand est-ce qu'elle est vraie, quand est-ce qu'elle est fausse. Alors, ça nous permet de résoudre notre problème de la valeur absolue. Donc on voit une solution ici. On utilise la construction if-else. La condition, c'est est-ce que x est supérieur ou égal à 0. Si x est supérieur à 0, alors la valeur absolue, c'est x lui-même. Donc on va le retourner directement. Et sinon, donc ça veut dire que x est strictement négatif, on va retourner moins x. Donc c'est la traduction quasiment littérale de l'expression mathématique. On peut proposer bien sûr un jeu de test qui correspond. Donc, par exemple, que la valeur absolue de 3 c'est 3, la valeur absolue de moins 3 c'est 3, et puis d'autres subtilités, comme par exemple la valeur absolue de moins 0 c'est aussi 0, enfin bref. Comme c'est un problème simple, le fait de vérifier que ça, a priori ça répond au problème posé est assez simple aussi. Alors comme je l'expliquais, toute la complexité des alternatives se trouve dans l'expression de la condition, et donc cette condition s'exprime dans le domaine des expressions booléennes.
Et on va voir donc de quoi sont composées les expressions booléennes. Donc, je rappelle que c'est le type bool et qu'on n'a que deux valeurs possibles, le true et le false. Quand on fait des calculs numériques, les expressions booléennes vont utiliser par exemple les comparateurs de nombres. Donc on a l'égalité, l'inégalité, qui s'écrit avec un point d'exclamation devant le égal. Alors attention à l'égalité, c'est égal égal l'égalité en termes de comparaison, puisque le égal tout seul, signe égal, c'est l'affectation, hein, on a vu dans les variables, donc il faut faire attention. Et ensuite on a les comparaisons d'inégalité, donc inférieur strict, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Donc ça c'est très facile à manipuler, on verra des exemples tout à l'heure. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les opérateurs logiques. Donc on a d'abord l'opérateur de conjonction, qui est le et logique. On a aussi le ou logique, qu'on appelle la disjonction, donc c'est le or, et finalement la négation logique, qui est le not. Donc le not n'est pas très compliqué, c'est-à-dire que quand une expression booléenne vaut true, note de cette expression va valoir false, et vice-versa. Par contre, le and et le or, c'est un petit peu plus subtil dans leur mode d'évaluation. Quand on a une expression, puis un opérateur, puis une expression, opérateur binaire, on va, par exemple l'addition, on va d'abord évaluer l'expression 1, ça produit une première valeur V1, on va ensuite évaluer l'expression 2, une valeur V2, et puis on va réaliser l'opération. Par exemple ici, on rappelle un petit calcul arithmétique, dans cette expression on va d'abord calculer 5 fois 9 qui va donner 45, puis la division entière de 7 par 2 qui donne 3, et la valeur finale est peut-être calculée ensuite, 48. Dans les opérateurs booléens, le et le ou, donc and et or en Python, c'est différent. On a un principe d'évaluation qui est qu'on appelle paresseux. Donc, par exemple, si on prend le and, donc l'écriture c'est une expression booléenne, and, donc et une deuxième expression. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord évaluer la première expression, ça va produire une certaine valeur booléenne, B1 ici, et cette valeur elle peut être donc soit true, soit false. Mais on peut remarquer, tout de suite faire la remarque, que si cette valeur est fausse, alors il est impossible que la conjonction, c'est-à-dire le et, la combinaison par le et logique des deux expressions soit vraie, puisque déjà la première est fausse. On ne peut pas avoir A et B si A est déjà fausse. Donc on peut court-circuiter l'évaluation, on peut finalement ne pas évaluer l'expression 2 et tout de suite retourner false, c'est ce qui va se passer. Par contre, si le résultat de la première expression c'est true, à ce moment-là on ne peut pas savoir encore si la conjonction est vraie ou fausse, donc on va évaluer l'expression 2 dans ce cas-là, et le résultat final, ça va être la valeur de cette deuxième expression. Alors, je vais donner des petits exemples. Premier exemple, ici, on a, est-ce que 3 est plus petit que 9? Donc la réponse est vraie, c'est true. Donc, d'après le principe d'interprétation, je ne peux pas encore savoir si la conjonction des deux est vraie, donc il va falloir que j'évalue aussi celle-là. Est-ce que 9 est plus petit que 27? La réponse est vraie. Deuxième exemple, ici c'est toujours vrai, donc il faut toujours évaluer l'autre. Par contre, celui-là est faux. 9 n'est pas supérieur ou égal à 27. Donc le résultat sera bien le résultat de la deuxième. Maintenant, ici, on sait que 3 n'est pas supérieur ou égal à 9. Donc ça, c'est faux. Donc normalement, on devrait pouvoir s'arrêter tout de suite, sans évaluer la deuxième, et avoir le résultat faux. Alors pour voir qu'on n'évalue pas la deuxième, un truc qu'on peut utiliser, c'est de faire un calcul erroné de l'autre côté. Donc, par exemple, je vais faire une division par 0. Ici, là, ça, si un jour je demande l'évaluation de cette expression-là, normalement, je vais avoir une erreur. Et si je réévalue ici, la réponse est toujours fausse. Ça montre bien que cette partie-là n'a pas été évaluée. Pour bien se rendre compte, si maintenant je rends la première partie vraie, en faisant ça par exemple, et qu'on évalue, on va avoir notre division par 0 ici. Donc il y a bien eu évaluation des deux côtés. D'abord celui-là qui est vrai, puis celui-là qui génère une erreur. Mais si on revient à la première version, on n'a pas d'évaluation de cette partie-là. Alors ça c'est quelque chose qu'on va vraiment exploiter. Je vais expliquer ça juste par la suite, quand je vais revenir à l'instruction de départ. Et ici,
Bon, ben, comme celle-là est déjà fausse, en fait, quelle que soit la valeur de la deuxième, de toute façon, on est faux. On va pouvoir exploiter le fait, dans la seconde expression, que forcément, si on évalue cette seconde expression, ça veut dire que la première s'était évaluée en vrai. Alors, en guise d'exemple, prenons cette fonction. Donc c'est une fonction qu'on appelle un prédicat, parce qu'elle renvoie une valeur booléenne, donc soit vrai, soit faux. Et l'idée, c'est de tester si un entier n est divisible ou non par un entier n. Donc on suppose que les deux entiers sont positifs, c'est notre précondition. Donc on a des entiers naturels, et on doit retourner vrai si n est divisible par m et faux sinon. Et on utilise l'opérateur de modulo de Python. Voilà la fonction. Donc sur ce premier exemple, est-ce que 4 est divisible par 2 ? La réponse est vraie, oui, 4 est bien divisible par 2. Et par exemple, est-ce que 4 est divisible par 3 ? La réponse est fausse. Maintenant, si on considère cet exemple-là, ce qui va se passer, bien sûr, c'est qu'on va essayer de opérer le modulo de 4 par 0. On remarque que le 0, là, ça correspond au paramètre m, il est bien supérieur ou égal à 0. Donc on n'est pas en dehors du domaine de la fonction. Et si j'évalue cette expression, je vais avoir une erreur, puisqu'on a divisé par 0 dans le modulo. Il nous dit d'ailleurs exactement où on a divisé. Alors, il y a deux façons de corriger ce problème. On pourrait imposer que l'utilisateur vérifie qu'on appelle avec un nombre strictement positif, ce qui peut être un peu difficile si le m est calculé lui-même à partir d'un calcul compliqué. J'aurais tendance à préférer une solution qui permette quand même d'appeler avec 0, le cas échéant, mais on va imposer dans le retour, on va expliquer que si on divise par 0, alors il n'y a pas de critère de divisibilité, donc on va répondre ça ne peut pas diviser par 0. Donc on va dire qu'il faut que m soit supérieur à 0, et pour être divisible, il faut que m soit strictement supérieur à 0, et que n soit divisible, que le reste de la division de n par m fasse 0. Si on essaye ça, donc on a toujours notre, a priori, pour les cas non limite, on va dire, le comportement auquel on s'attend. Et maintenant, pour le cas où on utilise 0 en diviseur, la fonction va répondre faux. Et on a exploité, bien sûr, le fait que cette expression de modulo n'est évaluée que si l'opérande de gauche, la première expression du et logique, du AND, est vrai. Voilà, donc c'est vraiment utile d'avoir ce mode d'évaluation par essai. Donc voilà la version corrigée. Alors pour le OU logique, c'est un petit peu pareil. Donc quand on a une expression de la forme expression 1, or, donc OU en français, expression 2, donc on dit la disjonction entre expression 1 et expression 2. Le mode d'évaluation, c'est presque le complémentaire de la conjonction. On évalue d'abord expression 1, celle-là. Si la valeur est vraie, comme on est dans le OU, pour que le OU soit vrai, il suffit que soit celui de gauche, le premier soit vrai, soit le deuxième soit vrai. Comme ici le premier est vrai, et ben on peut immédiatement stopper le calcul, donc ne pas évaluer expression 2 et retourner true. Par contre, si c'était false, il va falloir évaluer expression 2 et le résultat final sera celui de l'évaluation de expression 2. Et encore une fois, c'est un mode d'évaluation paresseux. Alors ça, on l'utilise aussi en pratique pour, on dit, court-circuiter des calculs. Donc, des petits exemples, toujours un petit peu les mêmes. Donc ici, j'ai 3 inférieur ou égal à 9, donc ça c'est vrai. Donc a priori, je devrais avoir vrai au final, puisque le premier est vrai. Et on peut même vérifier que le deuxième n'est pas évalué en faisant ma petite opération de division par 0 à droite qui n'aura pas lieu. Il n'y a pas eu de division par 0. Donc je n'ai pas évalué la partie de droite. Ici par contre, on est faux. Donc il va falloir tester cette opération. Il y a déjà ma petite division par 0 pour tester qu'effectivement on passe à droite. Et bien sûr on passe à droite, puisque le premier est faux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va
donner ici, oui, 9 est bien supérieur ou égal à 3. C'est vrai. Et puis, on peut continuer. Ici, ça par contre, bah, ça reste vrai. Et ici, c'est faux. Donc c'est toujours la valeur de la deuxième expression qui compte quand la première est fausse. Par contre, si elle est vraie, eh ben, c'est la première qui compte. Voilà. Ça, on l'exploite aussi en pratique, plus pour des raisons de concision des programmes. On verra ça un petit peu plus tard. Pour terminer le cours, je vais juste signaler, alors c'est un petit peu plus expliqué dans le livre, et puis on va l'exploiter mais un petit peu plus tard dans le cours, que plutôt que de faire des if, else, puis ensuite des if, else, etc., qu'on dit imbriqué, emboîté, en Python, on a une construction qui est intéressante, qui consiste à mettre des if et des elif, c'est-à-dire else if d'un coup. Et donc, quand on a une écriture comme ça, le principe d'interprétation, c'est, je vais le refaire ici, c'est j'évalue la condition 1. Si elle est vraie, j'interprète le conséquent, l'instruction ou les instructions du conséquent uniquement. Sinon, si la condition 2 est vraie, alors j'interprète le conséquent 2, etc., etc. Et sinon, si toutes les autres conditions qui sont au-dessus sont fausses, alors j'invoque l'alternant. Donc c'est une sorte de raccourci d'écriture. C'est vrai qu'on va s'imposer d'utiliser ce raccourci d'écriture. Voilà, donc ça termine ce deuxième cours. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser à des programmes un petit peu plus compliqués, donc encore assez simples, hein, puisqu'on n'a pas l'élément fondamental de calcul répétitif qui sont les boucles, mais on a déjà des programmes un petit peu plus intéressants à écrire, donc avec des suites d'instructions, des variables et des alternatives simples ou multiples. On va retenir quand même en mémoire ce principe d'évaluation paresseux des conjonctions et des disjonctions, qui est un aspect non trivial des alternatives.